pas venu pour avoir une conférence très universitaire sur le Japon. Et j'ai préféré vous dire ce qui m'a plu, ce qui a attiré mon attention, ce qui m'a passionné au Japon. Et j'ai décidé de vous présenter un abécédaire amoureux du Japon, c'est-à-dire par ordre alphabétique, vous dire ce qui m'avait plu. Alors, il est évident que quand on arrive à Tokyo, comme Stéphanie vous l'a très bien dit, on commence toujours par 2 jours à Tokyo. Et donc, ce qui frappe à l'arrivée, évidemment, c'est l'urbanisme. Comment faire autrement? Et il est évident que le Japon n'a pas le pittoresque d'un pays comme l'Inde, par exemple, absolument rien à voir. Mais c'est un pays qui a une étrangeté, un charme né de l'étrange, comme si c'était nous, parce que ce sont des Occidentaux. En même temps, c'est tout à fait une autre culture, donc on met un peu de temps avant de mettre en place, de bien préciser ce que l'on trouve de différent et d'intéressant. Alors, l'architecture, oui, c'est ce qui nous frappe dès le début et par conséquent, c'est cet urbanisme de tours, d'immeubles de grande hauteur, comme on dit aujourd'hui, un urbanisme exacerbé et que nous voyons immédiatement parce que nous prenons des autoroutes en plus, qui sont des autoroutes suspendues. Des autoroutes qui arrivent à peu près au 2e, 3e, voire 4e étage des immeubles près desquels on passe, comme vous le voyez ici. Donc on passe au ras des appartements et ces autoroutes s'insinuent entre les tours, c'est assez étonnant. Et puis, autre chose qui est assez frappant, c'est le silence. C'est une des premières choses qui m'a frappée quand je suis arrivée à Tokyo, c'est que bien que nous soyons dans une architecture absolument considérable, eh bien, ça se fait sans bruit. D'abord, il n'y a pas une seule voiture garée le long des trottoirs. Ça n'existe pas. Il y a beaucoup de voitures, c'est vrai, mais il y a des parkings pour les mettre. Donc, pas de voiture, le silence, et même s'il y a du monde, eh bien, tout se passe dans une tranquillité absolument souveraine. C'est assez étrange. Alors vous voyez, aujourd'hui on est moderne, on ne parle plus d'urbanisme, on parle de nappe urbaine. Eh bien écoutez, pour une fois, je trouve que les néologismes ont du bon, parce que ça fait vraiment une nappe urbaine, comme vous voyez. On a un tissu urbain qui est là, sans discontinuer. Et quand on vit là, voilà ces autoroutes suspendues dont je vous parlais. Ici, ce n'est plus Tokyo, c'est Osaka. C'est ce qu'on appelle des mégalopoles. Vous avez plusieurs villes côte à côte qui, en fait, ne sont qu'un seul et même tissu urbain. Et je vous ai mis cette image de ce film que vous avez peut-être vu, mais c'était déjà il y a 20 ans, je me rends compte. Hein. Vous l'avez vu, Lost in Translation, hein. C'était intéressant parce qu'on voyait justement cette difficulté à communiquer dans un tel environnement. Et à côté de cela, eh bien, il y a un autre type d'urbanisme qui est l'urbanisme traditionnel. Celui, alors évidemment, on parle immédiatement de Kyoto, c'est vrai, où il y a toutes ces maisons en bois, mais surtout dans certains quartiers, il faut bien le dire. Et dans ces quartiers, eh bien, les gens aujourd'hui, les jeunes japonais, aiment s'habiller d'une manière traditionnelle. Vous les voyez toujours avec leur kimono, leur yukata, avec ces socs à semelles de bois et les chaussettes spéciales, vous savez, celles qui laissent passer le gros pouce et qui permettent de mettre ces choses qui ressemblent à des tongs. Et ça n'est pas... Donc on voit dans la rue les gens habillés de cette manière-là, beaucoup plus que ce qui ne se ferait chez nous. Et ce sont des quartiers où, bien sûr, il y a soit des geishas, soit des maiko. Vous savez que les maiko, ce sont les apprentis des geishas qui nous donnent des concerts
de musique. Je ne reprends pas ce que Stéphanie vous a dit, c'est à vous de bien regarder le programme qui vous est proposé et de choisir ce qui vous convient, ce que vous voulez voir. Si vous êtes déjà allé à Kyoto, vous n'allez pas choisir un programme qui présente Kyoto, ou au contraire, si vous voulez voir du traditionnel, vérifiez bien que Kyoto fasse partie de la destination. Donc je ne reparlerai pas du circuit à proprement parler et des excursions du bateau. Donc c'est à vous de vérifier, mais sachez que ça fait partie des choses que l'on nous propose, c'est-à-dire des excursions qui nous permettent d'entrer dans ce Japon traditionnel, comme vous les voyez ici, toujours très charmante. Mais indépendamment de Kyoto, on pense tout de suite à cette ville, il y a plusieurs grandes villes, les mégalopoles dont je parlais, qui ont des quartiers traditionnels, comme ici celui d'Osaka, près de la rivière. Alors il suffit en plus d'attendre que la nuit soit tombée, que les lumières s'allument, et alors là ça donne un charme absolument stupéfiant avec cette couleur rouge, vous savez, qui est la couleur emblématique de la Chine et du Japon. Et ou ici à Kobe, lorsqu'on passe cet overnight in, quand on est là à Osaka et Kobe, on peut aller dîner dans un restaurant où on va déguster le bœuf de Kobe et on a l'occasion d'aller dans ces quartiers traditionnels où il y a cette dégustation. Et puis aussi, indépendamment des petites villes traditionnelles et de ces grandes nappes urbaines, la nature et l'aspect traditionnel de la culture est conservé partout où il y a des châteaux. Le Japon, bien sûr, a été très bombardé, comme vous le savez tous, mais a gardé un certain nombre de châteaux intacts, sinon elle en a fait reconstruire, et ces châteaux sont toujours entourés d'une très belle nature, comme vous le voyez ici, ou là à Kyoto avec le pavillon d'or. Ces bâtiments traditionnels sont absolument inséparables des jardins, des arbres et de la nature. Les arbres surtout, ou ici, souvent des temples qui sont à cheval, si je puis dire, sur des rivières, même dans la mer quelquefois. Donc à marée haute, les pilotis sont absolument recouverts. Ou ici, le château de Matsue, c'était l'année dernière. J'essaye de vous mettre des photos qui ont toutes été prises au cours des croisières. Et là, c'était le début de la saison des cerisiers, dont je vais vous reparler après. Alors ensuite, ça se ressemble, j'ai parlé de l'art et la matière. Vous voyez, Stéphanie tout à l'heure vous a parlé de cette jeune femme qui s'appelle Yuka et qui est une artiste et qui à bord donne des conférences sur la manière de mettre le kimono, sur l'histoire du kimono, la variété. Et quand ce n'est pas sur le kimono, elle donne des leçons de calligraphie. Donc ça, c'est toujours un plaisir pour ceux qui le souhaitent. Tout le monde n'est pas obligé d'y aller. Alors, tout est absolument impeccable, vous voyez. Donc on a des pinceaux magnifiques, des encres, vous voyez, avec la pierre à encre, le papier washi, c'est-à-dire le papier mûrier, qui est le papier ad hoc. Et alors elle pousse le raffinement jusqu'à nous faire goûter la fameuse tisane de fleurs de cerisier, justement, puisque c'était la saison au moment où j'ai pris cette photo. Donc voilà la calligraphie. On est plus ou moins doué. Moi, je ne suis pas douée du tout, par exemple, mais voilà, là, c'est la maman et la fille. Visiblement, elles sont très douées. Donc, on fait des pages d'écriture, comme quand on était à l'école primaire.
Et ici, autre activité, l'origami, le pliage. Et regardez, ce sont deux de nos guides. Regardez comme ils sont très sérieux. Ils ont un livre avec des explications, des petits papiers avec différentes couleurs. Donc ça fait partie d'ateliers sur le bateau. Et pour les gens qui ont le sens du travail manuel, c'est assez agréable à faire. Donc tout en... C'est un peu sinistre, hein, ma photo, là, je reconnais, mais tout au Japon est prétexte à un art. Par exemple, faire un paquet, c'est tout un art, hein, un art de l'emballage. Faire un paquet, vous connaissez les bouquets de fleurs, je vous ai parlé du papier washi tout à l'heure, les boîtes en bois spéciales pour le thé, les diverses formes, le textile, certaines soies pour le kimono, ou au contraire le coton pour le yukata. Le yukata, c'est un kimono léger pour la maison. La céramique, ici, les couteaux. Vous ne rapporterez pas un sabre, hein, de samouraï, il ne faut pas rêver, mais au moins des couteaux. Je vous déconseille de prendre des couteaux avec des lames céramiques, hein, ça tombe et ça casse, mais sinon des bonnes lames en acier trempé. C'est une des spécialités du Japon. L'acier est une des spécialités industrielles du Japon. Et puis au cours de nos 2 jours à Tokyo, dès le premier jour d'ailleurs, nous sommes initiés à la cérémonie du thé, puisque tout est un art. Et ça fait partie de cette recherche d'harmonie qui imprègne toute la culture nippone. Cette cérémonie du thé a été codifiée au XVIe siècle par un maître, Sen no Rikyu, et nous montre ce rituel, les gestes qui l'accompagnent. Et vous voyez, la maîtresse de la cérémonie du thé a les instruments qui lui conviennent, avec certains autres qui sont dans sa ceinture. Et voilà, donc là c'est le guide, un de nos guides qui commente. Là c'est le groupe, justement, assis sur les tatamis. Et vous voyez les cloisons en papier translucide. Et on nous fait goûter ce thé. C'est du thé matcha, ce n'est pas du thé noir, ni même du thé vert à proprement parler, mais du thé matcha. Informez-vous pour savoir ce que c'est. En fait, ce sont des feuilles de thé broyées. Vous connaissez le thé matcha? On en trouve chez Biocop, par exemple, hein, maintenant dans les boutiques diététiques. Hein. C'est ni le thé noir, ni le thé vert, mais encore autre chose. C'est-à-dire qu'on a besoin de fouetter ce thé-là, bien comme il faut, parce que c'est de la feuille broyée, justement. Ce n'est pas infusé. Et puis, on nous sert un joli petit gâteau. Alors, parlons tout de suite des desserts. J'en reparlerai au moment de la cuisine. Les Japonais n'utilisent pas de la farine, comme chez nous, pour faire des gâteaux, mais ils utilisent de la farine, bien sûr, mais pas de la farine de blé, de la farine de haricots. Haricots noirs, haricots blancs, haricots rouges, et regardez ce qu'ils réussissent à faire de magnifique. Quelquefois aussi de la farine de châtaigne. Hein. Alors si on ne sait pas que c'est de la farine de haricots, en fait on ne se rend pas compte. C'est vraiment très bon, très, très goûteux. Ça c'est juste un petit sourire, c'est juste pour vous signaler, parce que ça ce n'est pas, souvent on ne pense pas à le dire dans les brochures, que partout, dans toutes les excursions que l'on fait, on nous demande tout le temps de nous déchausser. Donc ça, pour beaucoup de personnes, c'est casse-pied, excusez l'expression. Ça a justement un rapport avec ça, parce que si vous avez des chaussures avec des lacets, ça prend du temps. Donc soyez bien chaussés, mais prenez des baskets avec des scratchs, ou avec des fermetures éclairs, ou alors comme cela, des mocassins, mais des mocassins avec des semelles assez épaisses, parce que vous serez obligé de vous déchausser tout le temps. Pas seulement pour les temples, souvent même pour le déjeuner ou le dîner, parce que dans le restaurant, c'est du bois verni, du bois ciré, et vous ne pouvez pas être avec des chaussures. Donc voilà un aspect important.
Stéphanie l'a bien dit, mais j'avais mis cette petite parenthèse à propos de la Corée parce que je voulais juste signaler, beaucoup de personnes me disent, mais pourquoi fait-on un stop en Corée? Parce que quand même, ça nous fait des formalités douanières pour sortir, des formalités douanières pour rentrer, etc. En réalité, ça se passe très très vite, mais c'est que à cause des lois de cabotage, comme Stéphanie l'a dit, au Japon, il n'existe pas de croisière uniquement centrée sur le Japon. Il faut sortir. Donc la Corée n'est qu'à 200 km à peine des côtes du Japon. C'est donc le pays où il est plus facile de se rendre quand on fait un tour du Japon, parce que sinon Taïwan, ça fait déjà beaucoup plus loin. Je ne parle pas de la Russie, évidemment, ni de la Chine. On vous fait grâce. Voilà, à propos de la Corée. Alors, quand même, à propos de la Corée, donc on s'arrête ici à Busan, qui est la deuxième ville de Corée, après Séoul, bien sûr, mais 3 700 000 habitants. Vous voyez, ce n'est pas peu. Et c'est le plus important port du pays, le 9e du monde. Voilà, voilà. Ici, c'est Busan. Il y a un marché aux poissons absolument extraordinaire et on voit le village de Gamcheon, le village traditionnel qui est juste à côté de Busan et qui est une des destinations. Alors c'est comme cuisine, nous sommes français, donc ça c'est une entrée de dictionnaire qui est absolument indispensable. Vous n'aimez pas tous forcément la cuisine asiatique et je dois vous dire que grâce aux excursions quotidiennes, eh bien c'est tous les jours que nous déjeunons dans les restaurants japonais, sauf quand on ne fait pas d'excursion évidemment, quand on est en mer. Alors nous allons dans les restaurants, ce qui nous permet de goûter des cuisines différentes suivant les lieux où nous sommes. Et croyez-moi, cette année, pour la première fois, je suis allée dans le Hokkaido, c'est-à-dire l'île qui est tout à fait au nord. Et je connais bien la Mongolie, la Sibérie et la Russie. Et j'ai eu l'impression de retrouver justement des cuisines qui étaient complètement différentes de celles habituelles que l'on mange au Japon. Il y a une influence absolument indéniable suivant la localité dans laquelle on fait les excursions. Alors, cette cuisine, eh bien, c'est une occasion aussi de pouvoir vérifier le fait que manger au Japon, c'est un véritable art de vivre, c'est une expérience à part entière. En général, c'est un joli cadre. Vous voyez, là, nous sommes dans un espace traditionnel avec des cloisons de papier, des sols en tatami. Alors maintenant, ce n'est plus la plupart du temps de la paille naturelle. L'avantage de la paille naturelle, c'est que ça a une odeur qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ça sent un petit peu les tables. Mais ça s'abîme assez vite sur les zones de grand passage. Alors on met une paille synthétique pour le remplacer. Ça a la même apparence, mais c'est complètement différent. Donc là, voilà tout le monde en petite table. Et ici, notre guide, Kyoshi, qui s'installe à une table pour expliquer à chacun comment est-ce qu'il doit manger telle ou telle chose. En général, on nous donne un plateau dès le début du repas. Sur le plateau, il y a tout le repas. On mange un petit peu dans l'ordre que l'on souhaite. Et souvent, à côté, il y a un petit brasero. Et sur le brasero, des nouilles de sarrasin, des nouilles qui ne sont pas de blé en général et qui sont là pour... des nouilles de blé aussi, oui, et des nouilles de sarrasin. Et souvent avec des crevettes. Ici, on est obligé de se déchausser pour déjeuner là. Vous voyez qu'il y a un trou sous la table pour mettre les jambes. Donc on s'assoit sur le rebord, on met ses jambes en dessous de la table et voilà les petits plateaux qui sont là et dans lesquels il y a tout le repas. Un autre exemple. Vous voyez, toujours beaucoup de couleurs, beaucoup de textures différentes
Il n'y a pas que des sushis, des sashimi, il y a beaucoup d'autres choses, hein, des teriyaki, des yakitori, du curry aussi, des tempura, vous savez, les légumes frits qui sont très croquants, c'est un véritable, presque un dessert. Voilà. C'est vrai que la base, c'est beaucoup de poissons, beaucoup de crustacés, des crevettes en particulier. C'est très rare qu'il y ait un repas sans qu'il y ait de crevettes. Des fruits de mer aussi, beaucoup d'encornets, de poulpes. Mais aussi, les amateurs de viande ne seront pas déçus. Alors d'abord, vous avez toujours la cuisine du bateau. Hein, le matin et le soir, il y a toujours la cuisine du bateau. Et même sinon, il y a souvent du poulet, du bœuf en brochette dans les repas que l'on nous propose. Mais la grande expérience, c'est l'expérience du bœuf de Kobe. Ici, on est à Kobe, vous voyez la tête du bœuf qui est là. Mais vous voyez, il y a quelques crevettes. Et j'avais été frappée, et puis là, c'est le tofu. J'avais été frappée parce que, en attendant que le bœuf de Kobe soit prêt, eh bien, on avait un petit peu de fruits de mer qui étaient sautés sur la plaque. Il y en a toujours un peu, même si on va manger de la viande. Donc, la présentation ici de ces tranches de bœuf, et voilà, ça se passe comme ça. Donc, on est 4 ou 6 autour d'une table sur laquelle il y a une plaque, et le maître de cérémonie, le maître du bœuf, ici vous ne vous rendez pas compte, mais c'est une pile comme ça, de tranches très très fines de bœuf que l'on fait revenir rapidement sur la plaque qui est huilée. Voilà, ici nous sommes en cours de route. Quelquefois vous êtes très attiré par une glace verte. Alors vous dites « Oh, j'ai tellement envie d'une glace à la pistache ». Vous la goûtez, ce n'est pas de la pistache, c'est de la matcha, c'est-à-dire le thé, comme vous voyez ici. Mais ça, c'est moindre mal, parce qu'un jour, c'était du wasabi. Exactement, du wasabi. Donc la glace, elle est passée à la poubelle. Et une autre fois, et ça je l'ai vécu, hein, c'est pas moi qui l'ai mangé, mais c'était dans mon groupe. Et une autre fois, quelqu'un me dit « Oh, elle est bizarre cette glace au chocolat. J'avais envie de chocolat, parce que c'est des choses qu'on ne mange pas trop finalement, le chocolat. Sur le bateau, oui, mais pas trop dans les desserts japonais. Alors j'avais envie d'une glace au chocolat, me dit-elle, mais je me dis c'est bizarre, cette glace, elle n'a pas tellement goût de chocolat. C'était une glace aux haricots rouges, en fait. Donc le mieux est de se renseigner avant, parce que la couleur ne donne pas forcément de bonnes indications. Il y a aussi beaucoup de fruits rafraîchis. Ce printemps-là, donc j'étais au mois d'avril, les fraises étaient absolument extraordinaires, de très très bonnes fraises. Elles doivent être cultivées sous serre, mais elles avaient vraiment beaucoup de goût, beaucoup de fruits déguisés. Et puis, il y a le fameux saké. Alors, le saké avait été ringardisé dans les années 60 au profit de la bière, au profit du whisky. Et puis, de nouveau, les Japonais se sont rendus compte qu'ils pouvaient tirer parti de cette production. Maintenant, il y a des terroirs, comme vous voyez. Il y a 2 sortes de saké. En fait, le saké que vous pouvez boire en mangeant, il est un peu comme notre vin, il ne fait que 13-14 degrés, si je peux dire ne que, hein, mais c'est tout à fait buvable. Par contre, ne confondez pas avec le shochu. Le shochu, c'est un alcool fort, c'est un alcool de patate douce, hein, c'est différent, et qui est un peu comme le whisky, qui doit être titré à 40-45 degrés. Donc ça, c'est nettement plus fort. C'est un petit peu plus comme un digestif, tandis que le saké, maintenant, est considéré comme du vin, vraiment. Alors, le Fuji. Le Fuji, je ne sais pas pourquoi, nous l'appelons, ou en tout cas, quand j'étais plus jeune, on l'appelait le Fujiyama. Je ne sais pas pourquoi. Les Japonais n'utilisent pas du tout cette expression. C'est le Fuji-san. Hein. San, c'est monsieur, le seigneur. C'est un titre honorifique. Hein. Le Fuji-san,
En général, cette photo est prise du bateau. Et là encore, beaucoup de gens disent « Ah mais moi je ne le vois pas, je ne le verrai jamais, c'est pas possible ». On regarde l'horizon. En fait, on ne regarde pas assez haut. Vous voyez ça? J'ai souvent constaté que c'est parce qu'on ne regardait pas assez haut qu'on ne voyait pas ce Fuji. Mais en fait, la plupart du temps, il est là. Il est souvent caché par les nuages, c'est vrai. Mais ces pentes, comme vous voyez, atteignent la perfection. Elles font 22 degrés en moyenne. Et le cône est magnifique. Alors, on le voit quand on est dans la région de Tokyo. Et ensuite, quand les gens qui font le circuit, bien sûr, ou ceux qui font l'extension dans les Alpes japonaises ont l'occasion de le revoir. Il y a à peu près 300 000 personnes par an qui font l'ascension. C'est 5 heures pour monter, 3 heures pour redescendre. Maintenant, il y a tellement de monde que les autorités japonaises font payer. Mais ce n'est pas très agréable. Savez-vous pourquoi ? Je ne parle pas des 5 heures montées, 3 heures descente, je ne parle pas de ça. C'est parce qu'on a l'impression de faire l'ascension d'un terril. Parce que la dernière éruption date de 1707. Donc les pentes sont couvertes de cendres. Donc quand vous descendez, vous êtes noir, charbon. Hein, vous en avez partout, dans les trous de nez. C'est vraiment pas agréable. 3776 mètres, c'est le point culminant du Japon. Vous savez, je l'avais écrit parce que ça fait partie des choses qu'on a tendance à oublier. 3776, c'est un peu moins que notre Mont Blanc. Et puis voilà, le H comme Hondo. Le Hondo, c'est ça. C'est l'île principale du Japon qui sont en fait 4 îles successives. La plus connue, la plus importante, c'est celle-ci, c'est Honshu, qui fait 230 000 km², alors que le Japon fait 378 000, 105 000 habitants, alors que le Japon en fait 125 000. Vous voyez, c'est grande majorité. Ensuite, il y a l'île de Kyushu, que vous avez ici, juste en face de la Corée. Et dans la mer intérieure, entre le Honshu et Kyushu, la petite île de Shikoku, qui a une caractéristique, c'est que par rapport à tout le reste du Japon, il n'y a jamais de séisme. C'est un endroit qui est hors de... Pourtant, on est dans la ceinture de feu, comme tout le reste, et c'est un endroit qui échappe à ces problèmes sismiques. Et puis, le Hokkaido qui est une grande île par rapport aux autres. Je vous ai mis le nombre de kilomètres carrés, mais je la cite en dernier parce qu'elle a été colonisée à partir des années 1600. Il y avait là une population autochtone que l'on appelle les Aïnous, et il existe aujourd'hui encore un nationalisme Aïnou, et donc c'est un élément qui est plus récent. Mais ces 4 îles sont en fait reliées. Ici, il y a un très grand tunnel dont les caractéristiques sont assez proches de celles de notre tunnel avec l'Angleterre. Et ici, il y a des viaducs entre Kyushu, Shikoku et le Honshu. Il y a des viaducs, des autoroutes routières, et donc il n'y a aucune île qui ne soit reliée aux autres. Je ne parle pas des Rito. Les Rito, ce sont les petites îles qui sont tout autour. Là, je ne parle que des plus importantes. Alors J comme Japon, évidemment. Alors, pour être original, je vais vous parler de ces 2 Japons qu'on appelle le Japon de l'endroit et le Japon de l'envers. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, vous voyez, ça, c'est le paysage, la géographie du Japon. Tout ce qui est marron, ce sont les montagnes. Eh bien, vous voyez, ils ne sont pas très gâtés, les Japonais. Il y a énormément de montagnes, et notamment ici, au niveau de Tokyo, il y a 3 grandes chaînes de montagnes, celles qu'on appelle les Alpes japonaises, justement, et qui déterminent ce qu'on appelle le Japon de l'endroit
du Japon de l'envers. Vous avez bien compris que ce Japon de l'endroit, c'est celui qui est béni des dieux. C'est le Japon des mégalopoles, celui du PIB du pays, celui d'un miracle économique extraordinaire, tandis que le Japon de l'envers, c'est celui qui souffre de désertification, non pas de dépeuplement, mais de surdépeuplement même, et qui se trouve là du côté de la mer intérieure, face à la Corée. Pour vous donner une idée, c'est qu'il y a 75% du territoire qui sont des montagnes, montagnes et forêts, et que ce que vous voyez en vert, là, les plaines, c'est seulement 1/5 du territoire japonais qui est habitable. Et comme je disais, c'est là que se situent les mégalopoles, donc toutes ces grandes villes qui s'enchaînent, et cela signifie donc que 80% de la population se trouve sur 1/5 de ce territoire. Et c'est ce qui explique justement ces nappes urbaines dont je parlais, alors qu'au contraire, de l'autre côté, le pays est un peu à l'abandon. Voici les Alpes japonaises dont je parlais. La population des villes, donc cette grande concentration qui va de Tokyo à Kyoto, presque sans solution de continuité, alors que de l'autre côté, du côté de la mer du Japon, de la mer intérieure, eh bien, il n'y a pas de grande ville qui se soit développée. Et ça, ce sont justement les zones de surdépeuplement. Surdepeuplement, c'est quand on perd plus de 10% entre deux recensements. Mais certaines qui restent restaurables le sont maintenant. J'ai voulu vous donner la densité moyenne. Vous voyez, au Japon, la densité moyenne est de 337 habitants par kilomètre carré. Mais regardez la disparité. Tokyo, c'est 6300. Et le Hokkaido, 65 seulement. Par rapport au reste, voilà. Vous voyez les disparités dans le monde, c'est assez vertigineux. Mais le Japon reste une zone bleue, ce qu'on appelle une zone bleue en démographie, c'est l'espérance de vie qui est une des plus longues du monde, puisqu'elle va atteindre bientôt 85 ans. Donc je ne vous fais pas, comme je le ferai sur le bateau, un cours sur la démographie pour vous expliquer pour quelles raisons il y a de moins en moins de Japonais. Mais par contre, on ne fait plus d'enfants, et puis les gens vivent de plus en plus âgés. Voilà, et regardez ici, la courbe des décès recoupe celle des naissances. Vous voyez ça? Ça fait peur, hein? Celle des mariages et ses divorces, en fait, les gens ne se marient plus. Quand on se marie, on divorce beaucoup, mais en tout cas, il y a de moins en moins de mariages. Les jeunes japonais vous disent que la sexualité ne les intéresse absolument pas. Beaucoup continuent à vivre chez papa et maman, ça ne facilite pas l'intimité, alors ça peut expliquer qu'on n'ait pas d'enfants non plus. Voici, ça c'est la projection de la population en 2050. Alors beaucoup de gens, alors aujourd'hui c'était monté jusqu'à 128 millions et on est redescendu vers 125. Il devrait y en avoir beaucoup moins. Alors les gens posent la question, mais le gouvernement ne fait donc rien, il n'y a pas de politique nataliste. Alors le gouvernement ne cherche pas à faire une politique nataliste, parce que par rapport à la surface au sol, par rapport aux possibilités du pays, il n'y a aucun intérêt à faire une politique nataliste. Les choses vont se résoudre d'elles-mêmes. Voilà, donc il existe de plus en plus de love hotels pour permettre aux gens, parce que les gens qui vivent à Tokyo ou dans les grandes villes, ça coûte de plus en plus cher de se loger. Les jeunes n'ont pas les moyens et ils voudraient quelquefois sans doute un peu d'intimité en dehors de chez papa-maman. Donc il y a des hôtels spécialement conçus, sans qu'on vous regarde avec des yeux ronds, spécialement pour passer quelques heures avec un petit peu d'intimité. C'est une chose très habituelle maintenant au Japon. Alors le japonisme,
eh bien, je ferai à bord plusieurs conférences, mais notamment 2 conférences sur le japonisme, c'est-à-dire le japonisme n'a rien à voir avec l'histoire de l'art du Japon, mais le japonisme désigne cette période de la fin du XIXe siècle où, sous l'influence des estampes et des objets d'art japonais, des objets d'artisanat aussi japonais, notre propre art occidental a été complètement bouleversé depuis l'impressionnisme jusqu'à l'art nouveau. Ici, vous voyez Toulouse-Lautrec qui adorait s'habiller en japonaise, vous le voyez là. Non, vous ne rêvez pas, il est en train de loucher parce qu'en fait, il essaye d'imiter les acteurs de kabuki. Hein, et il avait un complice, un ami, Émile Guibert, qui le prenait en photo. Et on a toute une série de photos où il joue comme ça à la japonaise. Alors cette influence du Japon sur l'art peut être quelque chose comme ça, c'est-à-dire une influence superficielle, une influence qui fait que nos arts sont colorés. Vous voyez, Madame Monet, ici, on lui a mis un éventail dans les mains, on lui a mis un joli kimono, on a mis des éventails aussi au mur, mais on lui a mis une perruque blonde aussi pour bien montrer que c'était un jeu, un déguisement. Ça ne change rien, n'est-ce pas? On reste dans un art traditionnel. Mais progressivement, les arts vont être teintés de ce japonisme et au point que certains peintres, artistes vont complètement échapper aux lois et aux règles de l'académisme, avoir des cadrages absolument extraordinaires, de la perspective brisée au profit de l'effet décoratif, etc. Van Gogh a peut-être été le meilleur élève de ce japonisme. Ici, il a copié des estampes. Ici, c'est un portrait, le portrait du père Tanguy qu'il a fait, influencé par le Japon. Mais là, ce sont des copies. Et pour vous montrer à quel point ce japonisme reste superficiel au début, c'est que quand il a reçu l'estampe, il avait des papiers qui étaient avec ces estampes et il a recopié bien fidèlement, il a essayé en tout cas de recopier tout ce qui était sur ces papiers. Ce qu'il ne savait pas, c'était que c'était de la publicité pour des maisons closes. Hein? Voilà, donc ça, au début, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on adopte une mode sans savoir ce qu'il y a derrière. Mais Van Gogh lui-même va en être transformé, sa vision va être complètement différente. Et donc je vous parlerai, je vous expliquerai ce que c'est qu'une estampe et montrer les caractéristiques. Là, on a Hokusai qui est vraiment le maître de la composition et qui va influencer des artistes comme Degas. Et il y a aussi Hiroshige qui, lui, est le maître de l'ambiance, de l'atmosphère et qui va plutôt influencer des gens comme Monet. Regardez, malgré la technique de l'estampe, il réussit à exprimer les ombres, cette vision mobile qui est la recherche de Monet. Ça, c'est pas évident parce que vous savez que l'estampe est quelque chose qui est cloisonné, qui est cerné suivant les contours de la gravure. Voilà encore Hiroshige, maître des ambiances, avec cette couleur bleue, hein, qui est nouvelle, le bleu de Prusse, qui arrive et qui va transformer la palette des estampes. J comme jardin parce que la question qu'on me pose souvent, c'est en quelle saison faut-il aller au Japon? Eh bien, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle parce que le Japon, c'est à peu près 3000 km du nord au sud. En haut, au nord, c'est la latitude du Québec et au sud, c'est la latitude de Cuba. Donc on a des températures très différentes. D'ailleurs, on le voit quand on fait cette année la croisière que nous avons faite au mois d'avril, puisque nous sommes allés jusqu'au Hokkaido. Quand nous sommes arrivés à Tokyo, les sakuras, c'est-à-dire les cerisiers, commençaient à être en fleurs. Quand on est descendu, ça commençait à défleurir. Et quand on arrivait au Hokkaido, c'était à peine encore en fleurs. Donc on a pu les suivre pendant tout le temps.
Alors, le printemps, c'est cela. Beaucoup de gens disent « je veux y aller pour les cerisiers ». Voilà. Et dès Tokyo, vous les avez. C'est un phénomène. Alors, savez-vous que c'est annoncé dans le journal et qu'en général, les jardins publics sont gratuits le jour de la floraison. Pendant les 2 ou 3 jours, les jardins publics sont gratuits. Et puis ensuite, ce que les gens recherchent aussi, alors les gens apportent le pique-nique, mangent sous les cerisiers le dimanche. Et ensuite, ce que les gens aiment, c'est au moment où ça défleurit, je ne sais pas si on dit la défloraison, on ne doit pas dire ça à mon avis, ce sont les pétales qui tombent comme de la neige, n'est-ce pas, rose, sur le parc, et ça c'est très recherché. Donc voilà le printemps avec ses couleurs. Vous voyez, Free Admission Today, c'était parce que justement c'était la pleine floraison des sakuras. Je vous ai mis quelques images, donc en plein Tokyo. Voilà, ça c'est mon jardin préféré. Alors il y a beaucoup de sortes de sakura, beaucoup de cerisiers. Certains ont des pétales très blancs, d'autres vont jusqu'au rosé, mais un rose vraiment poudré, accentué. Mais ce que je trouve très beau dans les arbres de ce jardin, c'est que les troncs sont noirs, ils sont anciens, donc il y a un contraste, vous voyez, de la zébrure des branches sur ce fond évanescent de la fleur. Ce sont des cerisiers qui ne font pas de fruits, n'est-ce pas? Voilà, au bord des routes, partout, toutes sortes de... Alors après, quand les cerisiers sont finis, eh bien, on a d'autres fleurs. Hein. On a des camélias, des azalées, des rhododendrons, des iris, des pivoines, des orchidées très belles. Et puis un petit peu plus tard, surtout vers la Corée, on a les fameux jardins de mandariniers, des mandarines extraordinaires. Et puis à l'automne, on a les érables, hein, les couleurs flamboyantes, la vigne vierge aussi. Et puis de toute façon, l'hiver, on a toujours les arbres aussi, les arbres dénudés, comme vous le voyez là. Je vous ai mis cette estampe pour vous montrer que dans l'art japonais, l'arbre est toujours représenté comme participant à l'action. Est-ce que vous remarquez que les branches sont comme des mains ici, hein, comme si les arbres participaient à cette action de voyage que nous avons là, au clair de lune. Il y a, dans l'art japonais, il faut qu'il y ait un mouvement de torsion qui monte depuis les racines de l'arbre jusqu'aux branches. Il y a quelque chose de spécial dans les arbres japonais. Vous allez me dire que j'exagère, c'est possible. J'ai une grande sensibilité aux arbres, c'est vrai. Mais je trouve qu'ils ont quelque chose de particulier. Et celui qui a le mieux compris ça, c'est Van Gogh. Voici ici donc un dessin de Van Gogh. C'est par le dessin que Van Gogh est arrivé au japonisme, et en particulier le dessin de l'arbre. Il a parfaitement capté ce mouvement de torsion. Ces arbres sont torturés réellement, tels qu'il faut qu'ils le soient. Un autre jardin, alors ici, contrairement à chez nous, le nec plus ultra des jardins n'est pas le gazon, c'est la mousse. Hein? La mousse va beaucoup mieux pour les jardins zen, par exemple. Un petit mot sur les mangas. Je sais que vous n'êtes pas de la génération, mais vous avez certainement des petits-enfants. Et vous en avez probablement entendu parler, les films, les dessins animés. Et qu'est-ce qu'un manga? Alors au XIXe siècle, un manga, ce n'était pas du tout une bande dessinée comme aujourd'hui. C'était un carnet de croquis. C'est comme ça que le japonisme s'est répandu en France. C'est lorsque les mangas de Hokusai sont arrivés à Paris, tout à fait par hasard d'ailleurs. C'était des carnets de croquis. Et ça n'a pris le sens de bande dessinée qu'au XIXe siècle. Et on peut dire que maintenant, les mangas, ça fait partie de l'ADN japonais. On ne pourrait pas imaginer le Japon sans cette forme de culture populaire
avec les jeux vidéo, les dessins animés, tout ça c'est omniprésent. Et d'ailleurs, je pense que pour les jeunes occidentaux, cette culture populaire des mangas, des jeux vidéo et autres, c'est une fenêtre ouverte sur le Japon. C'est comme ça qu'ils connaissent le Japon. Ici, est-ce que vous voyez la bête là, de Jurassic Park dans l'urbanisme? Voilà, il y a des choses comme ça un petit peu partout dans Tokyo, inattendues. Hello Kitty, vous connaissez Hello Kitty, incontournable depuis le temps. C'est une des plus célèbres ambassadrices du Japon, d'ailleurs, j'imagine, à l'international. Et cette mode peut engendrer ce qu'on appelle le cosplay. Le cosplay, c'est costume player, c'est-à-dire une costumade, on pourrait dire, une manière de se déguiser suivant les héros de ces mangas. Et il y a toutes sortes de modes, par exemple la mode Lolita, la mode kawaii. Kawaii, ça veut dire mignon, adorable. Et alors on les voit dans les rues, habillés comme cela. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ah oui, parce que ça c'est une photo que j'ai prise au Puce à Tokyo. Et quand les gens vont au Puce, ils s'habillent aussi en costume traditionnel. Voilà, les costumes traditionnels sont très fréquents, même chez les garçons, sérieux, je veux dire, vous voyez. Alors ça, c'est pas un kimono, c'est ce qu'on appelle je l'ai dit tout à l'heure, le nom m'échappe, mais ça fait un petit peu comme un par-dessus. Voilà, et il y a tout un art, évidemment, du kimono, ceux-là sont magnifiques. Et il y a même des jeunes gens qui sont tellement obsédés par les mangas, les dessins animés, les jeux sur écran, qu'ils vivent totalement dans le virtuel. Ils sont complètement coupés. Ils ont une vie dans un jeu de rôle qui est à l'intérieur de leur écran. Je me souviens d'un de mes étudiants, il y a déjà très longtemps, nous on ne vivait pas dans le virtuel de cette manière-là, et je lui dis, vous avez l'air fatigué, c'était un Chinois je crois. Et il me dit, ah oui, le bébé a pleuré toute la nuit. Je lui dis, ah bon, vous avez un enfant à Paris, je ne pouvais pas imaginer, un jeune de 20 ans. Et alors j'ai mis du temps avant de comprendre que c'était en fait dans sa vie virtuelle. Ce n'était pas du tout comme cela, mais sa vie virtuelle. Donc ça, c'est un repli social, psychologique, une sorte d'échappatoire. Et dans une culture aussi policée que celle du Japon, eh bien, on peut comprendre que ça puisse générer des excentricités comme celle-ci, parce que malgré tout, il y a toujours le regard de l'autre. C'est une société où on est assez contraint et c'est quelque chose qui peut en tirer. Alors là, je n'ai pas de diapositive pour ça, parce que je ne vois vraiment pas comment je pourrais illustrer la politesse et la propreté. Et ça, c'est un véritable bonheur pour le tourisme occidental. On est d'abord saisi quand on arrive à l'aéroport. Il est vrai que moi, la première fois je suis venue au Japon, c'était juste période Covid, et il fallait prouver le nombre de vaccinations et tout ce que l'on avait fait. C'était assez compliqué de donner les papiers, et surtout il fallait qu'ils soient dans le téléphone. Et alors là, vous avez des jeunes gens qui sont là pour vous aider, des bénévoles. Lorsque vous quittez le bateau et que vous arrivez dans le grand hangar où sont collectés tous vos bagages que les cabiniers ont portés le matin, eh bien, il y a des gens qui sont là pour venir vous aider. Ils voient votre numéro, ils savent dans quel coin du hangar c'est. Ce sont des bénévoles. Lorsque vous arrivez au port, ça dépend de l'heure, ou quand vous quittez le port, il y a des gens qui, bénévolement, qui font partie de la fanfare et qui viennent jouer de la trompette pour vous dire au revoir. C'est assez étonnant. Les gens font beaucoup de courbettes. Quelquefois, c'est exagéré. C'est quelquefois vraiment comme ça, 45 degrés, je peux à peine le faire. Ça me ferait du bien, d'ailleurs, pour les reins. Mais vraiment, quelquefois, ça paraît excessif. Mais le côté civique des Japonais est vraiment une réalité. Et quand je parlais de la propreté, c'est qu'en plus, vous ne trouvez pas une poubelle à l'extérieur. Il n'y en a pas. Chacun est censé gérer ses déchets.
Vous faites des déchets, vous les mettez dans votre sac, vous les ramenez à la maison, vous faites le tri, vous faites comme vous voulez, mais il n'y a pas de poubelle. Ça, c'est intéressant, je trouve. Et le corollaire, ne pas être bruyant, ne pas déranger les autres, c'est mal vu. C'est pour ça que les gens sont toujours calmes. Ils font la queue, mais tranquillement, ils font des files d'attente, poliment. Donc ils vous montrent toujours le meilleur côté d'eux-mêmes. Cette politesse, c'est un vrai lubrifiant social. Et quand on voit ça, eh bien, ça nous donne envie de faire pareil, n'est-ce pas? Donc d'être pareil. Et ça nous encourage à donner le meilleur de nous-mêmes. R comme robot, mais juste pour vous dire que, eh bien, on n'en voit pas beaucoup. Je vous ai parlé de cette difficulté démographique des Japonais. Et alors on pourrait penser qu'ils fassent appel à l'immigration. Eh bien non, ils ne le souhaitent pas. Ce qu'ils souhaitent, c'est, alors il y a de l'immigration du côté de la Corée, de la Chine, mais ce n'est pas une immigration institutionnalisée. Et alors ils comptent sur la robotique pour les aider. Mais dans la pratique, on n'en voit pas beaucoup, sauf dans les restaurants pour desservir les tables. Vous voyez, pour desservir les tables. Et d'abord, il s'appelle plateau, hein, ça veut tout dire. Hein, c'est le robot qui aide à mettre au point ce nettoyage des tables. Par contre, ce que l'on voit beaucoup, c'est les faux animaux de compagnie. Des chiens robots. On en voit beaucoup, des femmes qui portent leurs petits chiens dans les bras et on se aperçoit que ce sont des robots. Ça, c'est extrêmement fréquent. Pourtant, ils font beaucoup pour... Ici, c'est un bar à chiens. Vous voyez, c'est un bar uniquement pour les chiens, c'est-à-dire s'ils ont envie de boire, s'ils ont soif ou s'ils veulent un os, ils font tout pour. Mais, vous voyez, c'est un peu... Certains diraient on marche sur la tête, mais bon, c'est autre chose. Stéphanie vous a parlé tout à l'heure de ce ryokan, c'est-à-dire de ces auberges traditionnelles dans lesquelles on va quand on fait le circuit ou quand on fait l'extension dans les Alpes japonaises. Et je ne saurais trop vous recommander, si vous faites la croisière, de prendre l'extension justement, parce que ça nous permet de voir ce Japon de l'intérieur. Hein. Beaucoup de gens m'ont dit, quand je l'ai accompagné, « Ah, on n'aurait jamais cru que le Japon ce soit comme ça ». Donc ça vaut vraiment la peine de le faire. Et là, on va dans ces auberges traditionnelles. Le mot ryokan est composé de deux idéogrammes. L'un veut dire auberge et l'autre voyage. Donc c'est limpide. Et lorsqu'on arrive dans les ryokan, qui sont en général des maisons en bois, on est accueilli par... alors on nous demande tout de suite de nous mettre en vêtements traditionnels, une sorte de yukata, c'est-à-dire de kimono léger dès notre arrivée. On doit être en chaussettes ou en tongs, avec, vous savez, le pouce enfilé dans la chaussette. Et donc on marche pieds nus. On déjeune dans un espace cloisonné. Je sais que là où nous étions, il y avait d'autres clients. On ne les a jamais vus parce qu'à ce moment-là, il y a des cloisons qui sont tirées et on reste entre nous. Et donc on a, comme d'habitude, le repas sur la table en plateau, y compris pour le petit déjeuner. Alors là, pour certains d'entre nous, le petit déjeuner avec du poisson et de la viande, c'est un peu difficile. Hein. Le thé et le café, ça manque un petit peu parfois. Donc les tatamis, et voici la chambre. Hein, voilà une chambre de type traditionnel, avec cette paille qui est en fait de la paille synthétique, qui n'est plus la paille végétale. Et je croyais avoir vu que j'avais mis un lit. Stéphanie disait on dort par terre, non. Ce sont des lits bas la plupart du temps. Par contre, il n'y a pas de télévision, en général pas de frigo parce que ça fait du bruit et ça c'est contraire à l'esprit. Et on ne nous permet pas d'emporter nos valises dans nos chambres tant que les roulettes n'ont pas été consciencieusement nettoyées. C'est-à-dire que dès qu'on arrive, il y a des jeunes gens qui sont là et qui nettoient, qui briquent nos roulettes. Et seulement après ça, on peut partir dans les chambres. Sinon, on n'a pas le droit de les faire rouler sur
ce produit traditionnel. Voilà. En général, les ryokan sont dans la famille depuis plusieurs générations et les propriétaires nous disent au revoir à la fin, comme si on faisait partie de la même famille. Il faut en général choisir les ryokan avec les onsen. Les onsen, ce sont des bains traditionnels. À cause du taylorisme au Japon, il y a beaucoup de géothermie, donc des eaux chaudes, 40 degrés au moins, qui ressortent. Et alors on prend les bains le soir. Souvent c'est en demi-sous-sol par rapport au reste de l'auberge. Les hommes et les femmes ne sont pas mélangés. Il y a un bain homme, un bain femme, ou alors il y a des horaires. Par contre, toutes les femmes sont nues, tous les hommes sont nus ensemble. On est dans des baquets et c'est assez agréable. Shinkansen, vous le connaissez, c'est notre TGV. Et ce Shinkansen, eh bien, figurez-vous, moi qui suis venue en train ce matin et le train ayant plus d'1 heure, un quart de retard, eh bien, il y a une étude qui a été faite et qui dit que le retard moyen d'une Shinkansen était 6 secondes. 6 secondes en 2013. Oui, ça laisse rêveur. Et à chaque fois, après chaque voyage, le Shinkansen est nettoyé. Et surtout, chose intéressante, c'est que ce sont des sièges retournables, si je puis dire. C'est-à-dire que quand il part dans un sens, on met les sièges dans ce sens. S'il va dans l'autre sens, on les retourne. Pourquoi il n'y a pas ça chez nous? Je ne vois pas pourquoi il y a autant de sièges dans le sens opposé de la marche. Et les plus anciennes Shinkansen ne sont pas si récents que ça. Le Shinkansen date des années 80 quand même. Oui. Voilà, alors quand on va à Kyoto, quand on fait la croisière, on a l'occasion de le prendre. Sinon, si vous faites le circuit, vous avez l'occasion de le prendre aussi. Voici le Shinkansen qui passe au niveau du Fuji. Voilà, ce sont des gens du groupe. Et shintoïsme. Comme vous savez, le shintoïsme, c'est la religion traditionnelle du Japon. En fait, il y a 2 religions, le bouddhisme et le shintoïsme. Mais le bouddhisme, c'est une religion qui a été importée au VIe siècle de notre ère, tandis que le shintoïsme, c'est une religion traditionnelle. Et donc je fais une conférence sur le sujet. Le shintoïsme, c'est une religion basée sur la croyance qui dit qu'il existe des forces invisibles qui sont cachées derrière les manifestations, pas seulement de la nature, mais d'absolument tout. Les arbres, les rochers, les cours d'eau, les phénomènes naturels, les rochers, les objets, absolument tout. Donc, ces puissances invisibles, on les appelle les kami, K-A-M-I, S au pluriel. Les kami que l'on traduit par Dieu avec une minuscule. Moi, je préfère dire les esprits, parce que je trouve que ça colle mieux que Dieu, parce qu'il ne s'agit pas de les adorer. Dieu, on pense tout de suite à un système d'adoration, tandis que les esprits, on sait que ce sont des présences, c'est tout. Voilà, ce sont des présences qui sont là. Je dirais que c'est l'esprit qui anime la matière, tout simplement, pour parler du shintoïsme. C'est très très intéressant parce que cette religion a trouvé sa place au Japon à côté de l'autre religion qui était une religion étrangère et bien sûr à côté de nos monothéismes. C'est une religion qui n'a pas de Dieu transcendant. Ce n'est donc pas une religion basée sur des dogmes, sur une transcendance, mais c'est une religion basée sur le ressenti. Voilà, donc ici, alors, chose importante, comment est-ce qu'on sait qu'on est dans un lieu où il y a des kami, justement, des esprits? Eh bien, c'est la présence d'un tori, comme vous voyez ici, ces espèces de portes. Voilà, vous en avez un ici sur la plage, en face de Hiroshima. Et alors, à marée haute, le tori, le voilà, à marée haute. Un tori, ça veut dire qu'à cet endroit-là, il y a des présences. Ici, c'est à Kyoto, ce sont des torii successifs qui forment une sorte d'allée couverte. Vous voyez? Il y en a aussi dans l'urbanisme, ici à Tokyo. Ils peuvent être en bois, la plupart du temps ils sont en bois, mais ils peuvent être en métal,
en plusieurs matières. Et ce qui m'amuse toujours, c'est le lien entre les deux religions. Ici, on est dans le plus vieux temple bouddhiste de Tokyo et on a un élément de la religion shintoïsme. Ils s'accordent très bien entre eux, ces deux religions. Alors, je vous ai parlé de ce tori, mais également, il y a les cordes shimenawa. Ce n'est pas mon propos maintenant de vous expliquer pourquoi, mais ces cordes montrent le caractère sacré, comme ici. Donc cet arbre, c'est un vieil arbre sacré, décidé comme tel. Voici ici une grosse corde encore, pour indiquer ce côté sacré. Ici, plus modeste. Voilà. Et attention, quand on est justement sur le territoire de ces sacrés. Voilà, c'est amusant aussi. Et le shintoïsme s'accompagne de rituels de purification. Quand vous allez dans un temple shinto, la première chose que font les guides, ils vous expliquent comment vous purifier. Voilà, et souvent aussi des petits papiers découpés en guirlandes diagonales ou des petites cartes de vœux comme cela. Voilà. Ça finit un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais j'étais très fière d'avoir trouvé un Z, puisqu'on est dans un abécédaire. Savez-vous ce que c'est qu'une Z? Voilà, une zone économique exclusive. Ça signifie que chaque pays est propriétaire de la zone qui est à 200 000 de ses côtes. Et le Japon n'est pas un grand pays, mais il a une immense zé. Vous comprenez pourquoi? C'est parce que le Japon a énormément d'îlots et que tous ces îlots, à 200 000 des côtes, eh bien, deviennent, la mer à cet endroit est propriété du Japon. Est-ce que je m'exprime bien? Vous le comprenez, hein, plus par l'intuition que par les mots que je vous dis, puisque là, je voulais terminer. Et ce qui explique que l'on puisse se battre quelquefois, comme ici, par exemple, pour certaines îles Kuriles ou les rochers Lyoncourt ou autres, vous voyez, qui ne sont pas vraiment de la même couleur, qui sont rosés. Ce sont des espaces disputés, soit avec la Chine, soit avec la Corée, soit avec Taïwan, soit avec les deux ou avec les trois. Mais c'est important pour les pays concernés parce que ça devient leur propriété exclusive. Et là, ils ont le droit, ils ont la possession de toutes les ressources halieutiques, c'est-à-dire les poissons, les crustacés, absolument tout, le pétrole et tout ce qui peut se trouver. Donc, grâce à cette zé, eh bien, cela permet au Japon de devenir un des plus grands pays qui soit, mais le premier dans ce domaine étant les États-Unis et le deuxième, la France, exactement, grâce au Pacifique. Hein, voilà. Voilà, mesdames, messieurs, ça se finit un peu comme un cheveu sur la soupe, je suis d'accord. Mais je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.